You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Un épisode un petit peu particulier puisque vous l'entendrez, Greg n'a pas pu être présent dans le studio du Mont et a donc dû enregistrer cet épisode depuis sa chambre d'hôtel à Zurich avec des femmes de chambre qui cherchent à le faire sortir. On va quand même pouvoir faire cet épisode et discuter tout d'abord de Genève avec l'arrivée notamment de Sami Vatanen, 200 points en 473 matchs de NHL, le bronze à Sochi, défenseur droitier. Ça va être très utile pour faire souffler un petit peu Henrik Tomernes. Après, on parle d'Ajoie, qui a perdu, mais Ajoie, ils s'en sortent quand même pas si mal, parce que ce sont des défaites un petit peu à l'arrache, comme ça. Par contre, gros souci pour Jonathan Hazen, touché à la rotule gauche. On espère que tout ira bien pour le Québécois. On passe ensuite à Bienne, qui a 2 défaites après ses 8 victoires initiales. Là aussi des blessés, Salinan out pour 2 mois minimum. Du coup, le magicien Antti Tormenon n'arrive pas à faire des miracles non plus et Bienne se retrouve un petit peu en difficulté, mais tout va bien du côté zélandais. Après Lausanne qui alterne, on attend confirmation de cette victoire, par exemple, contre Berne mardi soir. Très belle victoire. Il faudra confirmer contre Zurich. Et puis, on termine avec Fribourg, qui, là, n'a pas besoin de confirmer, puisque ce sont 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Tout va bien à Fribourg. Kylian Motet marque des buts. Red Obera arrête plein de pucks. Et puis, même si Diaz n'est pas dans l'alignement, Fribourg continue de gagner. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, on aime bien dire les coulisses, parler un petit peu de ce qui se passe derrière. Je pense que vous l'entendez peut-être à la voix de Greg, t'es pas sur place. T'es pas dans le bureau du Mont, on va dire. Exactement, le studio du Mont a été déserté pour une semaine. J'ai assisté au match Zurich-Davos mardi soir pour des raisons diverses, mais pas forcément pour couvrir ce match, pour aller rencontrer Ludovic Weber, puis pour voir autre chose une fois. Au passage, c'était un sacré match. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est la première fois que je voyais un match en Zurich et Davos. Bon, ça change de pas avoir à écrire sur le match et juste de profiter. Et en l'occurrence, j'ai bien profité. Il aurait juste fallu que Corvi sorte pas blessé après 5 minutes et se fasse masser sur le banc pendant un quart d'heure avant de plus jamais réapparaître. C'est le petit point noir, mais à part ça, gros match et donc épisode à distance. Ouais. Le point noir hockey manager, d'ailleurs, parce que je pense que je dois pas être le seul à avoir Corvi. Et Kenville qui ramasse une pénalité de match, mais ça, c'est autre chose. Exactement. On va commencer... ils n'ont pas joué mardi soir, mais on va quand même leur accorder la primauté dans cet épisode, selon le théorème de Cold Facts. Donc du coup, je ne sais pas si c'est super pour eux. Mais c'est Genève Servette. Genève Servette qui a fait l'actualité, finalement, pas forcément au niveau sportif, c'est pas top. Mais enfin, sur la glace, on va dire. Par contre, en coulisses... Sami Vatanen qui arrive, c'est plutôt un joli coup de la part de Marc Gauchi. 200 points en 473 matchs de NHL en saison régulière. Le bronze en 2004. C'est un attaquant, on trouverait bien ça super. C'est ça qui est, c'est un défenseur. Exactement. J'ai regardé aussi, je crois, en AHL, il a 0,74 points par match. Pour un défenseur, on le rappelle, c'est assez monstrueux. Bronze en 2014 avec la Finlande. Il avait marqué 5 points en 6 matchs. 1m80, 84 kg, défenseur droitier, denrée rare s'il en est, alors qu'il y avait déjà Tomernes qui baronne à la ligne bleue. Ouais, disons que les 2 défenseurs étrangers, ça devient presque un petit peu tendance en National League. Ça me rappelle l'époque de Jamie Heward et Hauer avec Genève Servette, mais à l'époque, il y avait que 2 étrangers. Exactement, c'est vrai que c'est la tendance qu'on est en train de suivre. L'idée d'augmenter le nombre d'étrangers, c'était justement pour ça, pour qu'il y ait plus de défenseurs étrangers, pour qu'il y ait moins de défenseurs suisses surpayés. Là, en l'occurrence, je pense que Sami Vatanen, il vient quand même toucher un petit peu son argent en Suisse. C'est pas forcément une question de contrôle des coûts, mais par contre, oui, je vois pas de point négatif dans cet engagement de la part de Genève Servette. C'est un joueur qui est dans la force de l'âge, il a 30 ans, il est dans ses meilleures années de hockeyeur. C'est un joueur qui vient de la NHL, il a joué la saison
saison dernière encore en Amérique du Nord en NHL. Puis là, comme Margot me l'a expliqué, j'ai essayé d'expliquer un peu les coulisses de ce transfert sur Geek mardi matin, ça fait rare. En gros, la crise du coronavirus. Donc, tous les clubs nous ont utilisé cette sauce, toutes les sauces, le coronavirus, pour expliquer tout, n'importe quoi et son contraire. Là, pour le coup, lui, il me dit, c'est un peu grâce à ça, parce que il ne se voyait pas de repartir là-bas cette saison, que c'était un peu compliqué. Et puis, finalement, il se voyait bien rester en Europe. Et si tu restes en Europe, tu as 2 options, c'est la KHL ou la Suisse. Si le but, c'est quand même de faire un petit peu d'argent. Et si le but, c'est d'avoir un peu de confort, et comme l'écrivait mon confrère Emmanuel Favre, ça fait rire dans la tribune de Genève, c'était aussi une question de confort. Sa femme a parlé avec la femme, ça fait rire, de Mirko Müller. Et ils en sont arrivés à la conclusion que la Suisse, c'était pas si mal. Et puis, comme Genève était intéressé, ça s'est fait. Pas si mal. De Sami Vatanen vont venir assez simplement, parce que j'ai vu le dernier match contre Ajoie. Temernes, il joue 30 minutes pile. Déjà là, si tu mets Temernes à un temps de jeu, on va dire normal, à savoir 24 minutes, alors c'est pas normal pour lui, c'est un peu un jour off, mais pour un défenseur normal, 24 minutes, c'est déjà pas mal. Ça fait 6 minutes pour Vatanen, très facilement trouvé. Ensuite, tu as Jacquemet qui est à 23-30. Je pense que lui aussi, il a le droit de descendre en dessous des 23 minutes. Donc là, tu es déjà quasi à 10 minutes pour Vatanen, sans avoir cherché, en fait, sans couper ton banc, en gardant le même personnel, tu rajoutes Vatanen. Ouais, ça va être assez facile de l'intégrer, j'ai l'impression. Mais, alors, ce qui m'a surpris quand même, c'est qu'on parle du vice-champion de Suisse. On reste sur une finale contre Zug. Il n'y a pas eu tellement de ces départs en défense, notamment. Hein. Maurer est toujours là, Carrer est toujours là, Lecoultre est toujours là, et les 2 autres que tu as cités, ils étaient déjà là. Donc, finalement, le noyau dur de cette défense de Genève, elle est là. Et ça m'a un peu... quand même, malgré tout, surpris de voir débarquer un défenseur partant de cet état de fait, si tu veux. Mm-hmm. Alors, oui et non, dans le sens, Simon Lecoultre revient de blessure, il a eu un été compliqué, il s'est fait opérer à l'épaule, si je ne me trompe pas, et il n'a pas eu de camp d'entraînement, donc on voit il est un peu à la peine sur ses premiers matchs, ce qui est complètement normal, parce que lui, c'est un peu le début de ses matchs amicaux, on va dire, mais quand tu fais des matchs amicaux qui sont directement des matchs de saison régulière, c'est pas simple. Roger Carrère est dans la même situation, et peut-être qu'aussi ils se sont rendus compte que la saison dernière, oui, Henrik Temernes, si bon soit-il, si brillant soit-il, peut-être qu'à la fin de la saison, quand il a fallu jouer contre Zug et encore élever le niveau de son jeu en finale, en fait, lui, il était déjà au rupteur depuis environ 3 mois, et puis que si on pouvait éviter de le faire jouer 28 minutes tous les soirs, il serait que plus frais en play-off. Donc, je pense que ça aussi fait partie de la réflexion de Marc Gauthier au moment de se dire, on engage Vatanen. Un jour, il paraît que Marc-Antoine Pouliot sera suisse, donc ce sera même pas un étranger supplémentaire, mais un joueur de plus. Non, ça c'est une chimère, Greg. Je comprends le choix, en tout cas. C'est une chimère, Marc-Antoine Pouliot, à ce niveau-là. On peut pas nous jouer ça depuis 2014, puis que ça va se passer. Ouais, peut-être ça va se passer, mais en 2034, quand il aura arrêté sa carrière. Ouais, je sais pas. Alors, il m'a rien dit de précis, Marc Gauthier, à ce sujet. Après, j'ai forcément posé la question. Ouais, non, mais c'est logique. Est-ce que ça voulait dire que le dossier Pouliot avait avancé? Il m'a dit que c'était pas lié forcément, mais qu'ils avaient rempli les démarches administratives pour que ça se fasse. Et il m'a dit, maintenant on est en train d'attendre, mais nous, de notre côté, j'ai l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se fasse, et que ça se fasse assez rapidement. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que ce transfert de Marc-Antoine Pouliot a été fait parce qu'ils avaient une vraie confiance que le passeport arrive. Tu me diras, c'est ce qu'on nous disait à Bienne les 2 dernières saisons. Tu as dit 2014, c'est volontairement excessif, mais en tout cas, pendant 2 voire 3 saisons, on a joué cette partition-là du côté de Bienne. À voir. En tout cas, nous, on est prévenus que c'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien nous dire en septembre, et que petit à petit, la saison avance, mais le dossier avance pas. En l'ayant vu à Bienne, on verra comment ça se passera là pour Marc-Antoine Pouliot. Mais toujours est-il que vu qu'il est blessé actuellement, ça ne change rien. Sami Vatanen sera sur la glace vendredi soir à Zug pour la revanche de la finale perdue de la saison dernière. Face à un Zug qui vient de perdre 2 matchs de suite, puis de gagner à l'arrache à Langnau 2-1 mardi soir. Ce sera une équipe zougoise qui va vouloir prouver quelque chose, qui va devoir prouver quelque chose. Donc, c'est un premier très gros test pour Vatanen. Ouais, vouloir, alors c'est clair. Devoir, je pense qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait eu 3 défaites de suite aussi d'ailleurs pour Zug avant cette victoire un peu à l'arrache contre Langnau. Ce qui me fait dire aussi d'ailleurs,
on sait qu'à Colfax, on n'aime pas tellement tirer des grandes conclusions après 3 matchs ou après 5 matchs, mais même après 10 matchs. Et on se rend compte que le Zug qu'on aurait pu imaginer, rouleau compresseur au début en disant ils repartent sur des bases pas possibles, Zurich vu leur contingent, c'est incroyable, ils vont tout péter. Et puis finalement, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que Rapperswil, qui était pas extraordinaire sur les tout premiers matchs, maintenant régate clairement et arrive à aller chercher des victoires contre des toutes bonnes équipes. Et puis que même Zug et Zurich peuvent connaître de la difficulté contre Ajoie, contre Langnau et contre Rapperswil en Brie. Enfin bref, on est vraiment sur un trend, je trouve, de tout le monde peut battre tout le monde en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'on le dit chaque année. Cette année, c'était avant la saison, on aurait dit tout le monde peut battre tout le monde sauf Ajoie. Puis les honnêtes par ailleurs se sont déjà brûlés 2 fois les doigts avec Ajoie. Du coup, maintenant, on met plus la main sur la plaque chaude, c'est très bien. Et oui, enfin, c'est un fait quand tu vois que Rapperswil propose une vraie équipe sur la glace avec un concept qui est complètement différent de certaines autres équipes, à savoir on mise sur des jeunes joueurs, on les fait se développer chez nous et après qu'ils aillent gagner leur argent ailleurs. Je pense à Dominique Egli notamment. Mais on avait peur sans Tomlinson à part ça. En tout cas, personnellement, je me disais, est-ce que cette union sacrée derrière Tomlinson qui semblait assez folle, est-ce qu'elle va pouvoir continuer sous Edlund? Puis finalement, ça a l'air d'être le cas. C'est ça qui est dingue. Ça a effectivement l'air d'être le cas. Et maintenant, tu vois, t'as Nando Egenberger qui explose. Ouais, mais vraiment. En début de saison, il est le 3e meilleur compteur de la ligue. Marco Lehmann la saison dernière, voilà, lui il est en fin de contrat, donc il va peut-être avoir des offres à gauche et à droite que Rapperswil pourra peut-être pas matcher, mais voilà, c'est un autre concept de formation d'équipe et c'est bien, et justement ça nivelle aussi vers le haut, j'ai l'impression. Et si on reprend Genève, ce qui m'a aussi surpris, mais que finalement, en réfléchissant 3 secondes, puis en arrêtant de me dire je m'arrête dès le départ, à ma première réflexion, c'est que finalement, ok, c'est un défenseur, Sami Vatanen. Bon, après, en regardant les stats, on a vu qu'il était capable d'être tout aussi efficace, si ce n'est plus que certains attaquants, de se dire qu'on construit par l'arrière et qu'une bonne première passe ou bien un bon appui défensif en zone d'attaque pour être tout aussi profitable que de chercher, j'ai l'impression que c'est un peu l'ailier buteur. Tout le monde cherche un ailier buteur. Puis que des ailiers buteurs, quand tu l'as, tu le gardes. On en parlera avec Fribourg pour Motet, on peut en parler avec Lugano pour Fazzini. Mais que s'il n'y a pas un ailier buteur sur le marché, en plus tu sais même pas si ça va cliquer dans ton club, tu prends peut-être quelque chose, une autre option, et en te disant que Vatanen va améliorer ton attaque à 5 finalement, et que de par sa présence, il va peut-être pouvoir améliorer, je dis n'importe quoi, mais Moy, Joris, qui vont réussir finalement à marquer un petit peu plus de buts que ce qu'ils font actuellement. Alors, je tiens à dire que Josh Joris, depuis son arrivée à Genève de Lausanne, c'est quasi le seul bright spot du côté de Genève Servette. Et en termes de statistiques, il fait un bien fou à Genève Servette. Moy, c'est aussi un des joueurs qui est le mieux représenté dans certaines catégories. J'aurais pu dire Vermin si je voulais être un peu plus... T'aurais dû dire Vermin, effectivement. Plus que Moy, plus que Joris. Vatanen, il va beaucoup aider dans les sorties de zone, dans tout ce on va dire ce contrôle du puck et le fait de pouvoir jouer en possession, en zone offensive, d'avoir des minutes de qualité dans la zone adverse, parce que là actuellement Genève, c'est un peu son vrai problème, c'est on va pas y reposer le pied sur le ballon, mais de poser la palette sur le puck et d'en faire bon usage, et d'avoir quelqu'un qui est capable pendant 25 minutes, en plus de Tom Ernest, de faire ce travail-là, ça va vraiment être précieux. On enchaîne avec Ajoie, qui s'est incliné, on parlait justement de Rapperswil à l'instant, presque une belle transition, qui s'est incliné de peu, 3-2. En tout cas, sur le résultat final, c'est 3-2. Si on regarde les stats un peu plus en détail, notamment 45 tirs à 31, et ça m'a complètement éclaté de voir que dans le slot,
Rapperswil a été, enfin 69% des tirs sont dans le slot, et vraiment dans le slot, donc dans la zone entre les 2 points d'engagement, pas à la ligne bleue au milieu, hein, mais si on fait les tirs de Rapperswil dans le couloir, on va dire, entre le slot et puis la ligne bleue, c'est 80% des shoots. Ajoie, c'est 50% des shoots. Donc 80% de 45 tirs étaient quasiment dangereux. Ils auraient mérité d'aller plus loin. Il devait y avoir 4 ou 5 cas, hein, si on s'attache à ces stats, non? Je suis d'accord avec toi, mais je voulais quand même d'abord, avant de venir aussi spécifique, moi je voulais relever la superbe semaine du HC Ajoie, en fait. Oui. Parce qu'ils ont joué à Zug, le lendemain ils ont accueilli Genève, et là ils ont joué à Rapperswil. Dans les 3 matchs, ils ont déjà gagné à Zug, 3-2 après prolongation. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont aller gagner là-bas. Le lendemain, contre Genève Servette, ils perdent 4-3 au tir au but. On le dit assez souvent, quand tu arrives à égalité après 60 minutes, derrière, tu lances la pièce en l'air et puis tu regardes de quel côté elle tombe. Là, elle est tombée du côté de Genève Servette, mais ce soir-là, pour moi, c'est pas une défaite. Enfin, dans le sens, si c'est une défaite, mais ils ont récolté 1 point, celui perdu la veille à Zug, si j'ose dire. Et là, contre Rapperswil, qui est une équipe sérieuse de cette ligue, et s'il y a une équipe qui va pas prendre Ajoie à la légère, c'est forcément une équipe du genre de Rapperswil ou de Langnau. Là, ils font un vrai match. Et je pense que c'est assez louable, parce qu'on pouvait vraiment s'inquiéter la semaine passée de Ajoie. On a vu qu'ils s'étaient pris une rouste à Berne la veille de notre dernier épisode 6-0, et on avait dit là, voilà, on arrive un petit peu dans le moment où ça va commencer à devenir compliqué. Je pense pas que c'est pas compliqué actuellement. Par contre, Ajoie fait une vraie belle semaine, et je trouve que c'est important de le mentionner. Alors, tout à fait, que notamment à Zug, je pense que ça doit faire partie des trucs que tu mets, des morceaux d'histoire du club, parce que d'arriver à battre le champion au titre de cette façon, de repartir avec plus de points que Zug, c'est véritablement un exploit. Avant la prolongation, qui a été dominée d'ailleurs par les Ajoulots, c'était 44-10 au tir. C'est aussi ça qu'il faut quand même relever. On sait qu'il y aura de plus en plus que c'était difficile pour Ajoie on va dire, d'out-shooter l'adversaire. Ce sera probablement très très difficile contre les meilleures équipes. Et puis après, c'est les tirs de qualité aussi. Enfin, d'arriver sur 10 tirs à marquer 2 goals. En plus, c'était Jonathan Hazen, ce qui me permet malheureusement de parler de la blessure de Jonathan Hazen contre Rapperswil. Une petite mise en échec derrière le goal de Chervenka, plus pour l'empêcher d'aller récupérer le puck, enfin un truc tout à fait légal. Et puis Hazen retombe très très mal sur on voit le genou gauche. Ça fait, c'est le genre de truc qu'on fait comme ça quand on voit l'image, parce que ça laisse assez peu de place au doute malheureusement. Puis visiblement la rotule est touchée, ce qui est jamais très bon quand dans on va dire que l'entraîneur parle d'une blessure et mentionne rotule. En général, ça fait pas trop plaisir, on va dire. Ouais, effectivement, il y a 2-3 mots comme ça. Toi qui suis le basket ou le sport nord-américain comme moi, dès qu'on voit les mots ACL ou des choses comme ça, ou MCL, tu sais directement que dans le diagnostic que ça peut vite être compliqué, ça peut se compter en mois. Alors là, au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas d'informations autres que ce qu'a dit Grishian aux médias locaux après le match, justement, et à savoir que ça va l'air d'être assez sérieux pour Jonathan Hazen. Oui, Ajoie, c'est quand même compliqué, parce que Asselin manque à l'appel. Ils avaient la solution Beauchemin qui s'est pas matérialisée. Je veux dire que Beauchemin s'est perdu en route, mais je crois que on ne voit pas trop où on veut aller avec cette histoire. Et voilà. Par contre, on a suffisamment parlé des temps de jeu des joueurs d'Ajoie les semaines précédentes. Là aussi, je tiens à dire que Philippe-Michael DeVos n'a joué que 22 minutes 06 à Rapperswil. Je l'ai noté. Malgré la blessure de Hazen en cours de match, qui n'a lui joué que 16 minutes. Et c'est bien, je suis assez satisfait de voir que ce trend est assez positif à ce niveau-là. Et parce que on a lu dans le quotidien jurassien, sauf erreur de lundi, qu'il avait un day off, ou de mardi, qu'il avait un day off, oui. DeVos, justement pour se ressourcer et souffler un peu.
forcément, quand, on avait dit, hein, enchaîner 30 minutes par match, ça allait juste pas être possible. Et c'est bien qu'on prenne cette direction-là pour le HCA Joie. Et puis qu'il a pas manqué de match à peu près depuis 2015, un truc... Enfin, c'est un peu Iron Man, le type, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est vraiment impressionnant. C'est un joueur qui est tout le temps là, qui jouera le nombre de minutes que le coach voudra bien lui donner, qu'on demandera même plus si le coach ne donne pas assez un soir ou l'autre. Non, si Eisen venait à manquer et si un remplaçant ne venait pas rapidement pour suppléer Eisen en cas de blessure long terme, ça risque vraiment d'être compliqué pour le HCA Joie. Le HCA Joie qui peut compter maintenant sur un Reto Schmutz qui commence à être bon ces derniers temps sur cette ligne avec De Vos et Hazen. Moi, vraiment, s'il n'y avait pas eu cette blessure-là, il n'y aurait que du positif à lire. Alors certes, c'est 2 défaites en 3 matchs, mais faut voir d'où vient c'est ça. D'où vient le HCA et comment il joue finalement au-delà du résultat chiffré, c'est la manière. Et quand tu mené 2-0 à la maison contre Genève, puis tu reviens en back-to-back en ayant livré une bataille monstrueuse la veille à Zug, j'ai pas envie de tomber dans le cliché du cœur et je sais pas quoi quand une équipe plus petite arrive à titiller un grand, parce que au bout d'un moment cette narration là elle marche en coupe une fois tous les mois et demi, mais pas tous les jours. Et là ils ont montré de vraies qualités ce soir-là, et avec Tim Wolf dans les buts qui fait vraiment aussi un début de saison qui est assez louable. De temps en temps, parfois ils en prennent une, mais la majorité des soirs, il donne une chance au HCA Joie d'être dans le match. Et finalement, c'est déjà presque ça l'exploit de ce début de saison. D'ailleurs, un Tim Wolf pourrait tout à fait intéresser un club qui a besoin d'un deuxième gardien en National League. C'est aussi ça, en fait, les joueurs qui se mettent en vitrine. C'est ça qui va être difficile aussi pour le HCA. C'est que Frossard, même si je crois qu'il a encore une année de contrat après, parce qu'il avait signé pour 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, normalement, il peut encore être là, mais c'est quand même difficile si tu arrives vers le joueur, puis tu lui dis, tu gagnes tant, nous, on t'offre tant, puis tant fois 2 ou tant fois 3, pour nous, c'est pas complètement délirant. On arrive encore à tenir nos budgets. Puis Ajoie derrière dit, ouais, mais nous, on peut juste pas. Donc, voilà. Bon. Tim Wolf, il a un contrat jusqu'en 2023. Au moment où il terminera son contrat, il aura 31 ans. Ouais. Je me mets à la place du joueur. Il vient de Ligue B, il vient de Swiss League. C'est avec cette équipe-là qu'il est monté. Il a eu sa chance en Ligue A en 14-15 quand il était à Rapperswil. Mm-hmm. Mais l'année d'après, il est allé à Ambry, ça s'est pas bien passé. Depuis, chaud de fond. Troisième saison à Ajoie, il a encore eu un contrat après celle-là. À 31, 32 ans, au bout d'un moment, tu veux aussi jouer. Et moi, je pense pas que la différence de salaire, si Ajoie dit, t'es une gardien numéro 1, ou un club, je sais pas moi, Langna ou Rapperswil dit, t'es notre gardien numéro 2, je suis pas sûr que la différence de salaire, elle soit énorme. Et au bout d'un moment, moi, je pars du principe qu'il a envie de jouer, là, et refaire banquette en Liga, je pense pas qu'il a envie. Et là, il se met en lumière, c'est clair. Après, il a encore une année de contrat, donc je pense que c'est un peu prématuré comme discussion, mais par contre là où tu as raison, c'est que c'est bien pour certains joueurs qui étaient peut-être en bout de course ailleurs ou qui n'arrivaient pas à se trouver une place dans la ligue. Moi je pense à un Roman Engi qui a déjà 3 buts depuis le début de la saison. J'ai l'impression que c'est quasi plus qu'en 5 saisons à Lugano, à peu près 3, j'exagère, mais ouais, même pas. Je crois qu'il a 6 buts avant ça, en 244 matchs. Il a une saison à 4 buts la saison 19-20, mais sinon, c'est vrai que c'est des saisons à 1 point, à 5 points, etc. Là, il est déjà à 3 buts, il peut se mettre en valeur. C'est aussi ça, tu vois, on disait avant que Rapperswil, son modèle d'affaires, c'était de donner sa chance à un ou l'autre joueur qui était dans l'ombre. On pense à Nando Egenberger. Il avait une 20aine de matchs à Davos, 0 but, 0 assist. Il avait mis 20 fois le maillot de HCD avec le A d'assistant capitaine. On comprend toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et derrière, il descend à Rapperswil. Il fait une fin de saison catastrophique aussi. Il a 19 matchs, 1 but, 0 passe décisif. Tu dis, c'est bon, le gars, il vient juste faire du cardio sur la glace, c'est pas prêt, il rentre se doucher. Et là, non, il explose. Et si Ajoie arrive à dire à certains joueurs de Ligue B, j'ai vu que Luca Christen, selon Watson, devrait aller à Bienne. Et ça, c'est un joueur que j'ai dans le viseur, on va dire, depuis quelques temps, parce que c'est un défenseur offensif de Langenthal qui a de super statistiques offensives, mais c'est un joueur, quand il est sur la glace, il est défensivement fiable.
et pourquoi c'est pas un joueur qui signe à Ajoie, et typiquement ça pourrait être le genre de coup que pourrait tenter le HCA. Après, on sait aussi les limites, et le prix qu'on peut mettre pour un espoir à Bienne est peut-être supérieur à ce qu'on peut mettre pour un Suisse confirmé à Porrentruy pour l'instant. Donc c'est sûr que ce ne sera pas facile tout le temps, mais si tu arrives de temps en temps à relancer un ou l'autre joueur, un Uli Huber qui a 4 points, un Schmutz 4 points, Romanengi 3 points, tu dis ok, ça devient peut-être presque un moyen de vendre ça à certains joueurs en disant écoute, tu peux aller prendre plus d'argent ailleurs, mais chez nous ce que tu auras c'est 80% du temps du powerplay, tu seras sur la glace si tu signes chez nous. J'exagère, mais il y a moyen de vendre le projet à Jolo à un joueur qui se dit pendant une année ou deux, je tente cette expérience. Finalement, on a réussi à vendre Ambry à plein de joueurs à travers les années. J'ai pas l'impression que c'était beaucoup plus sexy. La patinoire était, c'est ce que c'était, la Valachia, même si c'était jamais facile d'y jouer, paraît-il. Porrentruy, c'est pas le bout du monde, j'ai l'impression. Enfin, moi, non, mais il y a du brouillard. Ouais, alors ça, j'en sais rien. Je suis là-bas le soir, en général, il fait nuit. Mais non, mais t'as vu contre Genève, à cause des, je crois que c'est quoi, des fumigènes. Oui. Donc, sacré histoire, ça, au passage. Mais voilà, donc, moi, en tout cas, j'aime bien la semaine qui vient de faire le HCA, et puis, j'espère vraiment que pour Ezen, ce sera pas trop grave, parce que ça pourrait leur faire un sacré. Il y a Leduc aussi qui a marqué les 2 buts. C'est bien que le défenseur numéro 1 qui a été engagé pour ça aussi, pour tenir le powerplay, pour marquer de temps en temps. J'ai beaucoup apprécié son 2e but, aussi parce que la triangulation, en fait, je crois que c'est Schmutz pour Auert qui remet instantanément. Et puis Leduc, le shoot, il part tellement bien. C'est un peu la quintessence du goal en powerplay, en fait, que tu attends de... Ça joue vite, les passes arrivent sur la palette de manière impeccable, et puis le tir part extrêmement bien, à tel point que tu te dis, on aurait pu mettre n'importe qui, Giannoni ou un gardien NHL, ça partait la même chose en lucarne, tellement c'était bien joué. Ouais, ou si tu te dis, c'est un but de Maxime Noro sur passe de Garrett Rowe et Sven Andrighetto, c'est pareil. C'est des joueurs qui ont du talent, qui ont des qualités individuelles qui sont quand même présentes. Et Leduc, c'est un défenseur offensif qui vient de Vienne, qui est quand même un vrai championnat. Et il a des qualités, et il l'a prouvé là. C'est vrai que son début de saison, il était en tout cas offensivement pas fantastique. C'était ses 2 premiers buts. Mais ça aussi, c'est si le HCA peut s'appuyer sur son powerplay, et pour rester dans le match chaque soir, ça va être quasi une obligation, c'est d'avoir un powerplay qui tient la route et qui fait plus que tenir la route, qui tire l'équipe vers l'avant. Parce que si tu regardes en termes de volume de shoot à 5 contre 5, Ajoie est largement dernier. En gros, plus de 60% des shoots des matchs d'Ajoie ont lieu sur Team Wolf et non sur la cage adverse. C'est vraiment énorme comme différence par rapport à la moyenne de la ligue. Mais si le powerplay tient la route, et actuellement le powerplay d'Ajoie tient la route, ça peut... tous les soirs, tu peux avoir une chance. Si tu as un gardien qui tient la route et un powerplay qui tient la route, tu as une chance de gagner. On passe au leader, qu'il est toujours, malgré 2 défaites qui ont fait suite à 8 victoires initiales et consécutives pour commencer ce championnat. Est-ce que c'est peut-être le stress éventuellement de rejoindre Genève Servette, qui avait, en tout cas dans l'ère moderne, enchaîné 9 victoires en 2012-2013, qui a peut-être un peu pétrifié les Biennois? Non, je pense pas. Je pense surtout que au bout d'un moment, c'était pas forcément tenable d'avoir autant de, c'est pas de la chance, mais que tout roule comme ça. Et puis Bienne, à un moment, ils arrivaient à tenir cette moyenne malgré plein de blessures. Sauf que les blessures, elles s'accumulent. Qu'à un moment, Tormennen a beau être une sorte de magicien, il peut pas non plus faire des miracles, quoi. Et Salinen qui est out 2 mois minimum. Visiblement, si j'ai bien compris le tweet du HC Bienne, c'était mis Middenstanst end November. Donc voilà, quoi. C'est de nouveau un centre. En plus, on a l'impression qu'ils sont maudits, parce qu'il y a Kunti qui était blessé, Salinen, quand tu dois jouer avec Tanner et puis Schlepfer en centre, 1 et 2, ou en tout cas assez haut dans l'alignement, c'est pas forcément ce que tu avais envie de faire. Donc voilà, c'est un peu de la bricole à Bienne, puis
Bah là, en ce moment, ça tient un petit peu moins, mais il n'y a rien à gueuler, quoi. Ouais, bah, t'as utilisé le terme magicien. Ouais, on aurait pu utiliser le terme fakir s'il commence à continuer à gagner des matchs, hein, s'il te remène à la tête de HCBN. Là, si tu regardes la ligne de centre, et, tu sais que j'aime bien regarder, comparer les lignes de centre pour voir qui va gagner le match. Hier, Ambry, c'est Regin, Haim, Grassi, Kostner. Il n'y a pas de quoi tomber par terre, mais Non. ça va. Pour Bienne, c'est Schlepfer, Tanner, Carafa, Froidevaux. Ça fait injure à aucun de ces 4 joueurs, mais commencer un match de National League avec ces 4 centres-là, Froidevaux, je le mets de côté parce qu'évidemment, au centre de 4e ligne, il n'y a pas beaucoup mieux qu'Étienne Froidevaux. Il C'est fait ça. vraiment le job. Mais Schlepfer, Tanner et Carafa en centre 1, 2 et 3. Et si tu rajoutes en plus le fait que Luca Ishii, qui était sur l'aile de la première ligne avec Rayala et Schlepfer, pète durant l'entraînement et donc ne peut pas jouer. Ouais, j'ai vu 0 minutes, c'était là. Il a quitté l'entraînement. Ouais. Et tu rajoutes Kunti, Salinen, Offer, Haas, Kevin Federer. Alors bon, la défense, elle tient la route. Hein. C'est une défense qui est solide. Par contre, offensivement, c'est pas un hasard qu'ils aient fini avec 0 but marqué. Ils ont fait leur point, ça leur permet de faire un peu le dos rond. On a toujours dit en fait que depuis le début de Colfax, ça devient en fait des gimmicks à force, mais en fait là-bas, il n'y avait jamais vraiment trop de haut et trop de bas. Et finalement, là, d'avoir ces 8 premiers matchs gagnés, 22 points sur 24 possibles, ça te permet d'un peu dire, ok, dans X jours, on a Offer qui revient, après il y a Salinen et Kunti, etc. Attendons un peu, si on en gagne 1 sur 2 ces prochains temps ou 1 sur 3, ça nous permet de vraiment pas paniquer. Et puis, quand tout le monde sera en santé, ça veut déjà aller. Et là, c'est vraiment une période qui est assez tendue, ouais. Ouais, pour le moins, parce que il y a les matchs s'enchaînent et puis alors ils ont quand même toujours cette possibilité qui a pas encore été activée du 5e étranger sur la glace. Donc non seulement de l'engager, mais en plus de le poser sur la glace. Alors pour le coup, s'ils en engagent un, il remplacera Salinen, donc il y aura toujours que 4 étrangers avec Rayala, Yakovenko et Löw. Ça veut dire qu'il pourrait techniquement en fait engager encore 2 étrangers. Alors oui, les camps NHL sont finis, mais je pense qu'au niveau des finances, moi si je suis agent de joueur et que les camps de NHL sont finis, je vais peut-être faire monter les enchères en me disant tiens, vous êtes tous à la recherche d'un centre qui sait marquer des buts. Bon, mon client est disponible, mais voilà, le prix il est là. Et j'ai pas l'impression que Martin Steinegger soit de ceux qui aiment bien aller dans la surenchère. Donc, genre, je fixe un prix. Si c'est OK, c'est OK. S'il faut monter de chaque fois de X ou de Y, non, j'ai fixé le prix. Donc, voilà. Je sais pas, toi, tu connais peut-être un petit peu mieux ce genre de dossier. Non, surtout ce que moi je remarque actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'urgence pour le HCBN parce que par chance pour eux, ce week-end, ils ne jouent qu'un match. Alors, la chance, par contre, la malchance, par contre, c'est que c'est Zug. Mais en même temps, est-ce qu'il y a peut-être le bon moment pour les jouer? J'en sais rien. Mais il n'y a qu'un match ce week-end. Puis après, le match d'après, c'est le 8. Donc, entre maintenant et le 8 octobre, il ne joue qu'une fois. Donc, ça permettra aussi peut-être un petit peu d'avoir Luca Ishii qui sera de retour en santé. Et après, le cas par cas, voir comment ça évolue. Mais ne serait-ce qu'un ou 2 retours, surtout au centre, parce que c'est là où c'est le plus compliqué actuellement. Ça va déjà grandement les aider. Et justement, comme je disais avant, leur 5e étranger, ils vont pas l'engager, j'ai l'impression, sur un coup de panique, on va dire, ou sur une réflexion à court terme, mais plutôt en se disant, moi, je veux quelqu'un qui va m'aider à gagner et qui va me remplir un rôle utile en février-mars, pas du 1er octobre au 21 octobre, puis après, il viendra mon 3e centre parce que Haas, Kunti seront de retour, Salinen sera de retour, puis du coup, j'aurai un problème de riche. Donc, je peux m'imaginer le HCBN plutôt continuer de chercher. Je pense qu'ils sont plutôt sur un ailier capable de marquer 1 ou 2 buts. Si on me dit qu'un Yuna Luoto, qui était à Winnipeg et qui est en bout de course là-bas, débarque en Suisse, je dis pas à Bienne, mais débarque en Suisse, je suis pas complètement surpris. Et ça pourrait être une destination. On connaît la connexion finlandaise du HCBN. Disons, si on me dit qu'entre
des clubs suisses cherchant un étranger, il y a Yona Lotto qui est disponible, je le place plus facilement à Bienne qu'à Lausanne. Et dans le cas contraire, si on me dit que Libor Dacek cherche un club en Suisse, je le place plus facilement à Lausanne qu'à Bienne. C'est une question de connexion, on va dire. Ouais, tout à fait. Ce qui m'impressionne à part ça avec Bienne, et ça rejoint un petit peu finalement ce que tu disais à propos d'Ajoie avec les temps de jeu que Gary Sheehan avait essayé de minimiser quand même, de pas envoyer ces joueurs trop de minutes. On a vu à Eigenmann, enfin t'avais dit De Vos 22-6, Eigenmann était un tout petit peu au-delà des 23 minutes. À Bienne, ce qui est assez fou, c'est que malgré les blessures et le fait que tu parlais de Ramon Tanner, même de Lilian Garessus et compagnie, il y a 2 joueurs, je crois, Schneeberger 9,36 et Garessus 9,59. Sinon, tout le monde est au-delà des 10 minutes, voire même, il y en a beaucoup au-delà des 13, 14 minutes. Et ça, c'est un plaidoyer pour Antti Tormenon qui se dit pas, il faut absolument qu'on gagne ce match. Peut-être que ça a été rendu aussi un petit peu plus facile par le déroulé de la rencontre, parce que on va juste dire qu'après 13 ou 14 minutes, il y avait 3-0 pour Ambry. On était un petit peu dans la configuration fribourgeoise du match, où Ambry arrivait très fort. Et derrière, est-ce que tu as envie de te faire le plus mal possible pour essayer de faire quelque chose ? Peut-être pas forcément. Et puis, du coup, c'est temps de jeu. Moi, de voir un Radgeb à 17-43, je me dis, c'est un temps de jeu tout à fait correct pour un défenseur. Il serait au-dessus des 20 minutes, c'est pas un souci. On a Victor Leuve à 21 minutes et je crois que c'est le seul défenseur et même le seul joueur de Bienne qui est au-dessus des 20 minutes. C'est pas mal, ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi parce qu'au début de saison, on avait une équipe de Bienne qui était très complète, qui avait 4 bonnes lignes, puis tu te retrouvais avec des Gillian Kohler qui commençaient à être 13e, voire 14e attaquant. Et donc, oui, ils ont ce luxe-là. Et finalement, c'est peut-être aussi un petit peu cette habitude-là de jouer les 4 lignes et puis d'avoir ce tournus-là. Et ça ne change pas quand un joueur ou l'autre manque. Au contraire, on remplace le joueur par un autre d'un profil qu'on estime être similaire. Et ça ne change pas vraiment le plan de match. Et ça, c'est assez louable, comme tu dis. Ouais, c'est vraiment ça m'impressionne de me dire que c'est aussi ça qui fait dire depuis plusieurs années sous Tormenon qu'il n'y a pas de panique. Parce que justement, on pourrait voir des tendances. On se souvient qu'à Lausanne, à un moment, et maintenant ça a beaucoup changé, mais est-ce que c'était Ville Peltonen, si je dis pas de bêtises, qui avait tendance à tirer sur ses leaders un peu plus que de raison. Puis du coup, ça se voyait. Puis on se disait que si on pouvait enlever un peu de minutes, et tu l'as très justement expliqué pour Tom Ernest, si tu enlèves 6 minutes par match, à peu près, pour de passer de 30 à 24, tu multiplies ces 6 minutes, ne serait-ce que sur 3 matchs. Ça fait déjà 18 minutes, ça fait presque un temps de jeu normal, ou si on extrapole sur 4 matchs, ça fait quasiment un match de gagné. Et cette fraîcheur-là, elle est primordiale. Et du coup, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont maintenus sous tension à Bienne, mais ils sont pas cramés. Il y aura pas de la tentation pourrait être de faire jouer peut-être un petit peu plus Raella, de faire peut-être jouer un petit peu plus Damien Brunner parce qu'il connaît une super séquence, et il ne cède pas à cette tentation là, Tormenon. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et accessoirement, moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir faire une pige à Bienne ces prochains temps, c'est Jérémy Berchi, qui fait un très bon début de saison du côté de Langenthal, d'un point de vue comptable en tout cas, avec 6 matchs et 4 points, 2 buts, 2 assists. Jérémy Berchi a été prêté par Bienne à Langenthal. Il a joué 3 matchs la saison dernière avec Bienne, 3 la saison d'avant encore, mais il faisait plutôt du bout du banc. Et si besoin, je pense que tu peux sans doute aller lancer un coup de fil du côté de Langenthal. Je pense que le directeur sportif là-bas, du côté de Langenthal, il a 2-3 accointances avec le HCBN, vu que c'est Kevin Schlepfer. À mon avis, déjà, il est prêté, donc il n'a pas le choix. Mais accessoirement, je pense que l'entente doit être assez bonne, donc ça pourrait aussi être une piste. Et j'aimerais bien le voir un peu plus haut. Il a 19 ans, il n'y a aucun stress. Mais dans l'organisation et on va dire dans le pipeline, il y a encore un ou l'autre jeune qui pourrait être très intéressant. Et ça va être bien de suivre ces prochains temps s'il y a besoin de le faire monter ou pas.
quatrième club sous la loupe cette semaine, le Lausanne Hockey Club, qui cherche encore de la constance, on va dire. On avait bien aimé Lausanne contre Fribourg mardi dernier. On a bien aimé Lausanne mardi soir contre Berne à domicile. Puis de temps en temps, on aime un peu moins voir ce que Lausanne propose. Mais en tout cas, si on fait de la mémoire à court terme et qu'on s'arrête sur le match de Berne, c'est un Lausanne qu'on attendait. C'est à ce Lausanne-là qu'on s'attendait en début de saison, on va dire. Moi, je pense juste qu'en fait, ils ont peur de Colfax. Ils savent qu'on vient le lendemain. Donc, en fait, s'ils gagnent les matchs du samedi, mais ils paument les mardis, nous, on vient le mercredi, on dit, ouais, on s'inquiète un peu pour Lausanne. Puis là, non. Ils perdent le vendredi, samedi. C'est bon, nous, on a déjà oublié. On se dit, ah non, Berne, c'était solide, hein, quand même. Mais ceci mis à part, oui, ce qu'on voit dans le fond de jeu du Lausanne HC, et on l'a déjà dit la semaine passée, je pense, c'est solide. Il y a du volume de shoot. Ils sont dominants offensivement en termes justement de possession de puck. Je parlais avant du côté de Genève de la peine à mettre le pied sur le ballon, on va dire. Et c'est tout l'inverse du côté de Lausanne. Offensivement, ça a l'air de tourner. Défensivement, ils sont quand même assez solides. Et il y a 1 ou 2 joueurs qui sont clairement dedans depuis le début de saison. Certains sont pas bons, sont pas en vue, on va dire. D'autres, je me demande s'ils sont plus malheureux pour l'instant. Moi, je pense à un Benjamin Baumgartner, 7 matchs, 0 points. Il est pas mauvais dans le contenu. En plus, il a joué avec Berchi mardi soir et même vendredi d'ailleurs, si je me trompe pas. Il est sur la glace à des moments importants et intéressants, mais ça veut juste pas. À l'inverse, je suis un peu plus circonspect de Jiří Sekac. C'est le genre de joueur, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être fort. Il a l'air d'être solide, d'être robuste. Et puis, j'arrive pas à le trouver efficace pour l'instant. Et je dis ça presque comme un point positif pour le Lausanne HC, dans le sens où offensivement, ça tourne, mais il n'y a pas ce côté, ce finisseur qui est capable de planter les 25 buts, comme l'était Berchi l'année passée. Et Berchi, ça n'a pas eu le problème cette année. Mais si un Jiří Sekac commence à tourner et à se montrer efficace devant la cage adverse, ça peut vraiment, vraiment faire mal parce qu'il est bon, il a déjà ses 2 buts. Et même en termes de stats, il a 5 points. Mais il est top scorer. Pas encore être convaincu par lui. Pardon ? Il est top scorer en plus. Ouais, je sais. Mais je n'arrive pas encore à être convaincu par lui. Et je dis ça presque de manière positive en me disant, moi je pense qu'il peut être meilleur que ce qu'il est actuellement. Et pour l'instant, malgré ça, ça marche bien. Et finalement, c'est presque à l'image du Lausanne HC. Le LHC peut être meilleur que ce qu'il est actuellement. Et moi, je le vois plutôt comme quelque chose d'assez positif parce que les bases arrières sont bonnes. Gernat est vraiment bon depuis le début de saison. Mm-hmm. Et là, maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est comment va être gérée la légion étrangère, on va dire. Parce que Varon, il l'a relancé une fois contre Davos, ça s'est pas bien passé. En fait, Varon, il participe aux défaites pour l'instant, à peu de choses près. Comment dire, aussi au niveau de son implication sur la glace, pour l'instant, je le trouve un peu moyen. Et il joue pas à Fribourg, Lausanne gagne. Il joue contre Davos, Lausanne perd. Et il joue pas contre Berne, Lausanne gagne. Au bout d'un moment, ça va être compliqué de justifier de le mettre sur la glace. Je dis pas que c'est sa faute, hein. C'est pas toute la faute de Phil Varon. Ce serait vraiment malhonnête de dire ça. Mais par contre, pour le coach qui se dit, au bout d'un moment, moi, je vais arrêter de changer mon équipe parce que si je la change pas, peut-être j'aurais moyen d'avoir un peu cette fameuse constance dont tu parlais au début de ce segment sur le Lausanne HC. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ton Phil Varon si tu dois le laisser en tribune, quoi ? Tu mets Morton. En fait, tu dis Morton et Varon est un peu pas la cause, mais il se retrouve qu'en général, quand il joue, Lausanne perd. Puis Emerton, quand il joue, en général, Lausanne gagne. C'est trivial, c'est un peu basique, mais à ce micro, et on va pas le répéter 15 fois non plus, on trouve que l'implication d'Emerton et son impact sur le jeu est vraiment excellent. Je dirais rien cette fois. Mais le fait est que, même s'il va pas forcément scorer des chiers de but ou mettre des passes, il met le 4-1 ce coup-ci.
mais il est meilleur dans le jeu. On a l'impression que il s'est mieux adapté. Et à un moment, Varone, il vient pas non plus que d'Amérique du Nord. Il était aussi passé par la KHL, donc des patinoires européennes. Il connaît. Donc c'est clair qu'il a de la pression. Il doit jouer, il doit mieux jouer. Mais à Lausanne, est-ce que Svoboda est un monstre de patience? Surtout qu'en plus Varone n'a qu'une année de contrat. Pas l'impression, d'après ce qu'on sait du bonhomme. T'as juste mentionné le nom d'Udacek. Tu lâches rarement des noms comme ça au hasard. C'est sorti en Slovaquie. Moi, j'ai eu Vladimir Vujtek, son agent au téléphone. Il m'a dit que en fait, il devait passer par justement une sorte de waiver en KHL, une sorte de ballottage en KHL comme ça se passe en NHL. J'avoue que je connais pas du tout comment ça se passe là-bas. Et je voulais pas qu'il m'explique le ballottage en KHL. Je pense qu'il avait pas que ça à faire. Mais qu'en gros, il fallait attendre un petit peu pour en savoir plus. Mais que oui, Udacek avait apprécié son passage en Suisse. Quelqu'un qui a apprécié son passage en Suisse en s'étant fait le tibia ou en s'étant cassé le tibia après 5 matchs, il faut croire que tout le reste lui a vachement plu. Sur la PS, il n'a pas eu le temps d'apprécier, à mon avis. Et donc oui, là, si tu relis les points, Lausanne cherche un 6e étranger. J'arrive pas à l'imaginer ailleurs. Actuellement, il y a Lugano est sur le marché. Troy Joseph est blessé. Bien est sur le marché, on en a parlé avant. Lausanne y est également. Ça fait presque trop de sens en fait de le poser à Lausanne, donc peut-être on en saura plus d'ici, peut-être au moment où on sortira cet épisode, on le saura déjà, j'en sais rien, mais moi j'arrive bien à m'imaginer, surtout si on regarde que ces derniers temps Christophe Berchi est placé au centre et que Libor Hudacek est un ailier. Est-ce que tu te dis ils ont trouvé leur ailier et donc ils vont replacer long terme Christophe Berchi au centre? On sait qu'il a beaucoup joué à l'aile plutôt au Lausanne HC, ce qui fait en équipe de Suisse il joue au centre et il est tout à fait capable et même c'est un centre de qualité. Donc c'est peut-être l'idée, c'est de se dire on aura un autre étranger à l'aile, est-ce que ce sera Libor Hudacek ou un autre, mais voilà pourquoi Berchi joue au centre. Il joue au centre. Alors dans l'équipe de Suisse, si on prend le dernier mondial, on avait forcément on a Nico Ischier. Dans l'alignement, il est pas forcément centre numéro 1 comme il le serait à Lausanne. Étant donné que c'est pas un centre naturel, peut-être plus simple de le mettre en 3e ligne avec l'équipe de Suisse qu'en première ligne avec Lausanne. Mais en tout cas, ça a l'air de pas trop mal se passer pour lui au centre. Je crois qu'il a plus de 50% d'engagement, donc ce qui est quand même pas si mal parce que c'est un peu un des soucis on a vu avec Jason Fuchs qui peut aussi jouer centre et ailier, qui préfère peut-être se retrouver au centre qu'à l'aile, mais qui au niveau des engagements, c'est un petit peu son talon d'Achille. Et ça se ressent. Du coup, je pense que l'entraîneur se dit il est super au centre, il a une bonne vision du jeu, il m'aide. Mais il y a un des aspects qui coince un petit peu pour avoir la possession du puck, c'est les engagements. Donc, voilà, j'ai l'impression que là, il peut y avoir un petit souci. Pas très gros, mais un petit souci à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. On voit aussi Jason Fuchs, il a eu un match un peu difficile au niveau des engagements, mais moi j'aime bien le voir au centre. Je sais qu'à Bienne ils n'aimaient pas qu'il soit au centre, justement pour cette raison précise. Et là, Lausanne l'a mis au centre pour ce match contre Berne. C'est intéressant le puzzle, on va dire, de John Foust avec Baumgartner qui peut tôt ou tard glisser au centre. Oui, je sais, je vais en parler à chaque épisode, je pense. Mais au bout d'un moment, quand tu signes un joueur de cet âge-là, avec ce talent-là, ce potentiel-là, et que tu vois qu'au bout de 7 matchs, il est toujours à 0 points et puis que tu aimerais un peu le faire décoller, parce qu'on rappelle que c'est quand même un gars qui... J'imagine qu'on pouvait l'imaginer aux alentours de 30 points. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit un poil moins de 30 points. Mais quand même, dans ces eaux-là, et là, il est à 7 matchs, 0 points. Ouais, je sais pas, il faut peut-être le faire décoller. Et est-ce que c'est de le mettre à la place de Jason Fuchs sur un centre et de remettre Jason Fuchs à l'aile? C'est une option. Mais toujours est-il que c'est un des petits chantiers qu'a le Lausanne HC. Après, comme je disais dès l'entame de cet épisode, le Lausanne HC vaut beaucoup mieux que la lanterne rouge qu'il avait avant le match de mardi soir et vaut quand même toujours beaucoup mieux que cette. Ils sont 10e ouais. au classement. Ça veut rien dire le chiffre du classement. Non. Tout le monde qui se tient en 3-4 points là. Le classement est bancal. Pardon ? Le classement est bancal. Le classement est bancal pour rendre hommage effectivement à Roland, qui est des pécalistes. Mais voilà,
Moi, j'attends, comme tu disais au tout début, finalement, on en revient là, la bonne prestation, voire les deux bonnes prestations et consécutives. Et là, en jouant, en accueillant Zurich vendredi, en se rendant à Lugano samedi, Lugano qui est aussi une équipe qui offensivement produit énormément de jeux depuis le début de la saison. Là, ce soir-là, si on me dit qu'il faut parier quelque chose, je pense que je me dirais qu'il y aura plus de 5 ou 6 buts même à Lugano dans ce match-là. Même si Lausanne a une bonne défense, c'est deux équipes qui peuvent en planter 5 chacun de son côté. Donc, mais j'aimerais bien voir Lausanne prouver sur 2 matchs consécutifs que ce qu'on imagine, ce que les statistiques nous montrent, ça se prouve sur la glace avec des prestations et avec des victoires enchaînées. Il y a juste encore un petit point que j'aimerais relever pour conclure sur Lausanne. C'est le premier but de Guillaume Maillard sous les couleurs lausannoises. Ce qui est assez bien, c'est quand c'est des joueurs du bottom six qui arrivent à inscrire leur nom sur la feuille de pointage. Et puis, le 3-0, si vous l'avez pas vu, il a été attribué à Emilius Krakauskas, qui lui, alors pour le coup, a marqué son premier but. Enfin, les livres d'histoire retiendront le nom d'Emilius Krakauskas comme étant le buteur de ce 3-0 lausannois. Mais c'est quand même extraordinaire de marquer un but quand il y a 4 joueurs avant qui touchent le puck. Enfin, après toi, qui touchent le puck et le font rentrer dans le goal. C'est-à-dire que tu étais le 5e toucheur de puck avant qu'il entre. C'est assez dingue comme... Il y a eu 4 Bernois, donc c'est ça. C'est absolument incroyable. Les Bernois ont quasiment tous touché le puck. C'était une patate chaude. Enfin, c'est un des autogols les plus incroyables ces dernières années, parce que vraiment, ils se sont fabriqués... on voyait bien qu'ils voulaient tous le dégager, et puis c'était un peu le mode panique, puis... Quand on dit que le puck tourne en faveur d'une équipe ou d'une autre, j'ai l'impression que c'est le meilleur exemple. Pour dire, voilà, ça c'est... Lausanne, il y avait un petit peu de chance, un petit peu de confiance en plus que lors des autres matchs qu'ils ont perdus, par exemple contre Davos. Puis là, le puck, il a tourné, mais alors vraiment en faveur des Vaudois. On termine le théorème Colfax par le club qui va le mieux en ce moment. C'est Fribourg-Gotteron qui, c'est vrai, quand ils avaient perdu plusieurs matchs de suite, on se rappelle, il y avait eu ce match contre Bienne un peu fou, ils menaient 3-0 à la 50e, il y a eu cette défaite en prolongation à Zug alors qu'ils auraient mérité de gagner. Donc finalement, si on fait abstraction si on enlève ces 2 défaites un peu rageantes, Fribourg va pas si mal que ça en ce moment et reste sur 3 victoires. Et la dernière en date contre Lugano, elle est assez belle. Il y avait eu ce 1-0 contre Zurich, qui était aussi un statement de la part du club de dire, voyez, on marque un seul but, on arrive quand même à battre une grosse machine de hockey. Et puis Lugano est une machine de hockey pas dégueu en ce moment aussi. Mais il se passe quoi à Fribourg ? C'est que une fois c'est des Harnais qui met le but victorieux, Berra fait le boulot. On va dire que mardi soir, Berra a fait le boulot et qu'en plus, on a le buteur Kylian Motet qui montre ce que c'est qu'un buteur suisse en confiance. De l'autre côté, on avait Fazzini qui est pas en reste, mais il l'a battu en fait dans le duel puisque Kylian en a marqué 2 et Fazzini un seul, j'ai l'impression. Ouais, moi je voulais m'attarder peut-être 2 secondes sur le match contre Zurich qui a un score de football, mais j'ai rarement vu un match défensivement aussi abouti que ce qu'a fait Fribourg ce soir-là. Sans Diaz. Je dis ça aussi par rapport à sans Diaz. Je dis aussi par rapport à l'adversité. Que tu fasses un match défensivement abouti contre, admettons, contre Ajoie, je peux l'entendre. Mais que tu laisses pas 1 centimètre d'espace à Andrighetto, Malguin, Kenville, Azevedo, Rowe et compagnie, et bref, et tout le monde, c'était impressionnant. Et si tu regardes les statistiques à la fin du match, Zurich a en gros 1,4 expected goal, je crois, et dont 0,6 viennent du but. Et donc ils ont, en théorie, doivent marquer moins d'un but sur le reste de la rencontre. C'est que des shoots qui venaient de loin, qui venaient de l'extérieur. Ils se couchaient sur tous les pucks, ils étaient premiers sur tous les pucks.
Et j'aimerais quand même bien avoir été une mouche le mercredi matin après la défaite contre Lausanne, parce que tout le monde nous disait après le match contre Genève et a forcément après contre Zurich, on s'est dit les choses dans le vestiaire mercredi matin, on a été francs, on s'est un peu remis en question. Moi, je veux bien. Mais la différence d'attitude et la différence d'implication défensive, offensivement, je pense que c'était encore pas flamboyant contre Zurich et encore, quoique c'était un bon match aussi. Mais la différence entre la rencontre contre Lausanne, qui est franchement pas terrible, et ce gros match contre Zurich, moi, j'arrive pas à comprendre. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on sera à la saison 23 de Colfax, puis on dira encore, on comprend pas vraiment les sautes d'humeur du côté de Fribourg. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de saut d'humeur sur cette semaine. C'est 3 matchs, c'est 9 points. Des matchs différents, dans le sens qu'ils ont été menés contre Lugano 2 fois, puis ils ont fini par gagner dans le temps réglementaire en tirant de l'arrière 2 fois. Zurich, c'est défensivement parfait, puis Genève, ils en ont profité aussi. Ils ont profité d'avoir une équipe comme Genève qui est dans une mauvaise passe actuellement, on en a parlé au début de cet épisode, mais ils ont fait le job. Et comme tu l'as dit au début, Reto Berra prouve là sa très très grande valeur. Si tu regardes les 5 dernières minutes du match contre Zurich, il y a énormément de situations chaudes devant lui, mais le nombre de fois où il a été capable de bêtement faire un arrêt propre, de pas lâcher de puck, d'être capable de le geler à ce moment-là et pour faire souffler tout le monde, c'est ultra précieux. Et si Berra joue à ce niveau-là et si défensivement Gauthieron tient la route, ils vont pas marquer 8 buts tous les soirs et avoir la meilleure attaque du championnat. Par contre, tous les soirs, ils sont dans le match en théorie. Et je le disais aussi en préambule, avec un Kylian Motet qui prouve qu'il est un buteur, quoi. Quand certaines équipes se cherchent quelqu'un capable de débloquer les situations, de temps en temps il y a Julien Sprunger, mais comme on disait à un moment, à 35 ans, tu peux pas lui demander non plus chaque fois d'être le sauveur. Alors je dis pas que Motet était le sauveur pour le coup, mais les 2 buts, c'était des sacrés pétards, quoi. C'est vraiment pan, puis ça part, lucarne. Je crois que c'est... Pas 36 questions. Hein. Non, c'est quoi? C'est le premier où, en fait, le gardien, Schlegel voit pas partir le shoot parce que il a trop de monde devant lui, elle part en lucarne. Ouais, voilà, il a l'air d'être en plus en confiance depuis maintenant plus d'une année, j'ai l'impression. Et d'avoir un joueur comme ça qui se pose pas 36 000 questions quand le puck arrive. Ouais, il peut arriver sur la tranche, il peut arriver à plat, il peut arriver bien, pas bien. Il va quand même réussir à en faire quelque chose. Et c'est peut-être, on en a peut-être plus besoin contre Lugano que tu disais contre un adversaire peut-être un petit peu moins bon. Là, j'ai trouvé que le duel Motet-Fazzini, il était assez joli. Le but de Bertaggi est très très beau, mais les autres, c'était vraiment Fazzini, la même chose. Le puck arrive, il l'envoie premier poteau. Berra peut quasiment rien faire. Donc, de la même manière que Motet, quand il envoie ses 2 shoots, le gardien, il a quasiment aucune marge. Soit il fait un arrêt parfait, soit c'est goal, en fait. Donc, effectivement. Vraiment impressionné. Et... Oui, vas-y. Ouais, je me permets de te couper, vu que j'enregistre dans des conditions un peu particulières avec des femmes de ménage qui tapent du pied derrière la porte. Non, j'exagère, mais presque. J'aimerais juste pointer du doigt une ligne offensivement qui a été créée vendredi passé et qui n'a pas été la plus explosive en termes de buts, mais par contre, qu'est-ce qu'elle a fait du bien offensivement et surtout défensivement? C'est Di Domenico, Schmidt, Sprunger sur les 3 matchs de la semaine contre Genève, contre Zurich et contre Lugano. C'est la ligne qui a muselé l'attaque adverse systématiquement et offensivement, ils se sont créés des occasions, c'est pas rentré, mais c'est pas faute d'avoir essayé et je pense que cette ligne-là, elle est vraiment, c'est l'une des clés aussi de la bonne passe de Fribourg-Gotteron actuellement, même si on le voit pas forcément au tableau d'affichage, on va dire, mais dans l'équilibre de l'équipe, d'avoir remis Brodin avec Desharnais et Motet, ça fonctionne bien. Tu viens d'en parler, Motet, il est en pleine bourre. Et c'est aussi parce qu'il a 2 joueurs complémentaires avec Desharnais et Brodin. Et en ligne 2, Schmidt qui est monté en deuxième ligne. Je sais que, si je vais te paraphraser, on aime bien quand on donne la chance aux jeunes. Là, c'est exactement le cas. Et avec Dido et Sprunger, ça se passe pour leur très très bien. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. La ligne 3, avec sur les ailes, Bikoff et Eren, c'est un peu plus compliqué offensivement.
Vazer a marqué, certes, mais dans le fond de jeu, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais s'il y a déjà 2 lignes qui tournent, c'est déjà assez positif pour Christian Dubé. Et puis, j'ai l'impression, est-ce qu'on a vraiment besoin à Fribourg de Raphaël Diaz? Parce que Non. 3 matchs, il est malade, 3 victoires. À un moment, on s'est demandé si Philippe Fouer allait pouvoir tenir sa place. Philippe Fouer a pu tenir sa place, mais sans Diaz, finalement, ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que ce transfert? Ça sert à rien. Je t'avais dit que j'avais pas beaucoup de temps. C'est pas pour faire des théories comme ça que je fais patienter des gens derrière ma porte, tu sais. Je suis en train de faire mon sac tout en terminant cet épisode, mais on va y arriver. Merci pour votre fidélité, merci de nous écouter. On vous demande pas de nous poser des questions sur les réseaux sociaux, mais si vous en avez, faut pas hésiter. C'est juste qu'on oublie de temps en temps de faire les posts. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, justement, n'hésitez pas à interagir avec nous si besoin. On se fait un plaisir de répondre à vos questions. Et sinon, continuez de vous abonner à nos pages sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc., sur SoundCloud évidemment. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.